On parle beaucoup de l'anonymisation des données dans le cadre du big data. En fait, la meilleure méthode pour protéger les données personnelles et la vie privée, c'est de ne pas recueillir d'informations personnelles dès le départ. Si je n'ai pas le moyen de revenir à la personne dans les données que je recueille, les données sont anonymes, elles sortent du champ des lois sur la protection des données personnelles, donc je n'ai pas de problème. Par contre, dans un certain nombre de cas, j'ai besoin de recueillir une information individuelle. C'est le cas des études cliniques par exemple, où j'ai besoin d'avoir une traçabilité vers le patient. Là, la faisabilité de l'anonymisation peut être très complexe parce que les données vont contenir énormément d'identifiants indirects et en croisant ces identifiants avec d'autres éléments à ma disposition dans des bases publiques, je peux réidentifier les personnes. Et c'est le cas de beaucoup de jeux de données où il est quasiment impossible d'anonymiser complètement un jeu de données. Pour un laboratoire pharmaceutique, l'anonymisation des données est une obligation dans le sens où nous n'avons pas à connaître l'identité des patients qui participent à nos essais cliniques, pour lesquels on a notifié des effets secondaires de médicaments par exemple. Donc nous avons déjà une forme d'anonymisation, mais qui n'est pas complète, parce que nous avons des numéros de patients qui permettent aux autorités, en demandant auprès de leur médecin traitant, de retrouver l'identité de ces patients. Donc il n'y a pas d'anonymisation parfaite. Nous avons ce que l'on appelle des données pseudonymisées. Nous avons une donnée qui peut être rattachée à un patient, mais pas par nous. Lorsque nous voulons échanger ces données, soit les rendre publiques, soit les échanger avec d'autres laboratoires, des institutions de recherche, nous devons renforcer ces mécanismes d'anonymisation parce qu'en mettant ces données à disposition d'un public plus large, j'augmente la probabilité de pouvoir les réidentifier. Parce que les personnes dans le public vont disposer d'autres données et vont pouvoir croiser ces données et identifier les personnes. Dans le cadre de la santé mobile, on va avoir de plus en plus d'applications qui utilisent des objets connectés pour aider à l'assistance des personnes âgées à domicile, pour être capable de suivre des personnes qui ont des maladies chroniques. On va avoir de plus en plus d'objets connectés. Lorsqu'on est dans le cadre de la télémédecine, nous avons toute une série de règlements, et en particulier en France, nous avons une réglementation assez lourde dans le domaine de la télémédecine, du stockage des informations médicales, en plus bien sûr de la loi informatique et liberté. Il est clair que ces utilisations très encadrées coûtent très cher, demandent des moyens très importants. À côté de ça, il y a tout l'aspect du bien-être, qui peut aussi apporter un bénéfice en termes de santé publique. Suivre son poids, avoir plus d'activité est quelque chose qui est très important et qui ne demande pas obligatoirement d'avoir le même niveau de qualité des équipements que lorsque je suis dans le cadre d'un dispositif médical. Je pense que toutes les grandes entreprises du cloud ont un intérêt à travailler en Europe. Et pour ce faire, elles seront obligées de respecter la législation européenne aussi. Mais il est clair qu'il y a une part du marché qui risque effectivement de se déporter vers les États-Unis ou l'Asie. Donc il y a un certain risque. Je pense aussi que les autorités européennes en sont conscientes et qu'elles travaillent à simplifier les réglementations en Europe. Le règlement européen sur la protection des données personnelles, c'est une simplification par rapport aux lois actuelles. Il ne faut pas l'oublier non plus. D'autre part, il ne faut pas oublier que les États-Unis aussi ont des lois qui peuvent être assez contraignantes. Contrairement à ce que beaucoup croient, il y a des réglementations qui peuvent imposer des pénalités très lourdes. Et vous savez qu'aux États-Unis, on peut facilement avoir des procès qui aboutissent à des peines de plusieurs millions de dollars. On a le cas de l'Université d'Arizona a été condamnée il y a 2 ans à une peine de plusieurs millions de dollars pour avoir réutilisé les données d'une tribu indienne dans un but qui n'était pas prévu au départ. Donc la législation américaine permet aussi une protection des données. Elle est différente. Il y a une approche différente. Il ne faut pas croire que tout est permis aux États-Unis non plus.